Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à chacun et à tous dans cet espace où les journalistes se donnent donc rendez-vous pour analyser les faits qui ont meublé, je vais dire, l'actualité au cours de la semaine. Club Média 7, mesdames, messieurs, c'est aussi un espace où nous recevons des analystes politiques. Et pour ce numéro, mesdames, messieurs, on va pas déroger à la tradition. On va commencer par la revue de presse de Marcel. Mais avant, je vous présente mon invité qui est sur ce plateau. Alors, cher ami Charles Renvaux, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Allez, on sera en train de faire le débat quand notre autre invité pourra être là. Mesdames, Messieurs, mais avant tout ceci, voici la revue de presse hebdomadaire qui nous est livrée par Marcela Rossi. À la une au Bénin, le blocage du pétrole du Niger. Le pétrole nigérien ne peut embarquer à partir de la station terminale du pipeline de Semepodi. Une décision grave que vient de prendre le Bénin vis-à-vis du Niger, estime le matinal. Le pétrole qui a jailli courant avril 2024 à la station terminale du pipeline nigérien érigé à Semepodi ne sera pas acheminé vers les potentiels acquéreurs via les eaux béninoises. Talon saisit enfin les deux grosses boules du général Tiani, se satisfait le béninois libéré. Niamey va maintenant comprendre que c'est avec le cerveau qu'on réfléchit pour le journal. La décision aurait été notifiée à l'ambassadeur de Chine au Bénin et à la société de gestion du pipeline lundi 6 avril 2024. Un nouveau bras de fer s'ouvre entre le Bénin et le Niger selon Fraternité. Cette décision fait suite au refus du Niger d'ouvrir ses frontières malgré la décision de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de lever les sanctions contre le Niger. Visiblement, les relations entre le Bénin et le Niger s'enlisent davantage et les protagonistes ne sont pas encore prêts à trouver un consensus. Il se pose une question d'honneur, estime le matinal. À Cotonou, on estime qu'il serait peu sensé de favoriser l'embarquement via les eaux béninoises du pétrole nigérien dans un contexte où le pays frère ne fait rien pour assouplir sa position vis-à-vis du Bénin. Au demeurant, les autorités nigériennes durcissent au fil des jours leur position et ferment toutes les portes au dialogue. Mais en principe, les conflits géopolitiques ne doivent point empêcher les pays d'opérer les échanges commerciaux. Ainsi, en dépit des tensions qui agitent le monde, la Russie continue d'entretenir des relations commerciales avec l'Ukraine, les pays de l'Union européenne et les USA selon Fraternité. Alors qu'entre le Bénin et le Niger, Fraternité constate la lune de fiel. Pour l'heure, personne ne sait si les autorités nigériennes pourraient céder face à la mesure prise par Patrice Talon et son gouvernement. Selon certaines rumeurs, la frontière n'est toujours pas ouverte parce que des soldats français seraient présents sur le sol béninois et que Niamey craindrait une attaque. Cette information a été démentie par les autorités béninoises à plusieurs reprises, indique la Nouvelle Tribune. Et sur l'option des militaires de maintenir leurs frontières fermées, le journal se pose quelques questions. Si la France avait effectivement des militaires au Bénin pour attaquer le Niger, la station terminale du pipeline Export Niger-Bénin ne serait-elle pas le premier point à attaquer? Les militaires nigériens ne sacrifient-ils pas le bien-être de leur population au profit d'une lutte contre la France en gardant la frontière fermée? Le bout du tunnel est apparemment encore loin pour le rétablissement des relations entre le Bénin et le Niger, estime l'événement précis. Il reviendrait aux Chinois de régler l'affaire avec les Béninois, dit le premier ministre nigérien Ali Mahaman Zaïn. Au Sénégal, le parti au pouvoir est annoncé dans le Sahel. Les patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, après une réunion tenue au niveau des instances de la formation politique, annonce une tournée dans les pays membres de l'Alliance des États du Sahel et en Guinée-Conakry, nous apprend Ouattara. Le parti recevra du 14 au 18 mai 2024 une délégation des insoumis français composée d'élus et conduite par Jean-Luc Mélenchon. L'information a été rendue publique par le président du PASTEF, Ousmane Sonko, par ailleurs premier ministre du Sénégal. Il privilégie ses partenaires selon les Échos du Sénégal. Ces nouvelles ont été partagées avec les militants de son parti à l'occasion de la première réunion du bureau politique qu'il a présidé après plus d'un an d'interruption. Vox Populi y voit
un deuxième acte de la résurrection après la prise du pouvoir, s'adressant à ses militants et à ses compatriotes après l'élection de Bassirou Diomaye Faye. Ousmane Sonko écrit ceci: notre véritable lutte vient de démarrer, celle de la libération du peuple sénégalais par la réussite de notre combat pour la souveraineté, la bonne gouvernance et la juste et équitable redistribution de nos richesses. PASTEF sera le fer de lance de ce nouvel épisode de notre aventure commune. Tout ce que je peux vous promettre, c'est que nous réussirons. Et déjà, en Côte d'Ivoire, Bassirou Diomaye Faye et Alassane Ouattara expriment de grandes ambitions. La Côte d'Ivoire est le 4e pays visité par le président sénégalais depuis sa prise de fonction le 2 avril dernier. Mais cette visite du jeune loup sénégalais au vieux dinosaure ivoirien va-t-elle marquer une nouvelle ère dans les relations entre Abidjan et Dakar? Le pays au Burkina Faso s'interroge et la question est d'autant plus importante qu'on se rappelle encore comme si c'était hier les propos du locataire du palais de Cocody vantant les liens personnels d'amitié qu'il entretenait avec le prédécesseur de son hôte d'un jour lors d'une visite de Macky Sall en octobre 2023 sur les bords de la lagune Ébrié. Cependant, le très dynamique site d'information d'origine burkinabé va reconnaître que Abidjan valait bien un détour pour le nouveau président sénégalais. Pour ce dernier, au-delà des bonnes relations qui existent entre son pays et la Côte d'Ivoire, davantage peut être encore fait. Nous pouvons encore faire plus, notamment dans les secteurs prioritaires de l'agriculture, avec le développement des coopératives en Côte d'Ivoire dont nous voulons largement nous inspirer, et dans d'autres domaines comme celui de l'élevage, de la défense, de la sécurité, de l'éducation et de l'énergie même, a-t-il indiqué. Au plan régional, le président sénégalais veut dissiper les incompréhensions dans la CEDEAO, titre TV5 Monde. Nous sommes à un tournant où nous devons mesurer la gravité des menaces réelles et la déliquescence des États, de même que le risque de désintégration de notre Union, a affirmé le président Faye. Je suis persuadé que nous devons continuer d'agir dans la solidarité au sein de l'espace CEDEAO, de faire les réformes nécessaires et d'œuvrer à dissiper les incompréhensions qui ne peuvent manquer de survenir, a-t-il ajouté. Nous voyons en jeu deux partenaires particuliers selon le monde d'Afrique. Malgré leurs différences de génération et d'idéologie, les deux présidents ont affiché leur totale convergence de vues, notamment sur la crise politique sans précédent que traverse l'Afrique de l'Ouest. Le Sénégal pourrait s'affirmer comme un médiateur avec les régimes putschistes du Sahel, estime ce média, et apparemment les échanges étaient bien fournis entre le père et le fils entre griffes. Sur un autre volet, les récentes découvertes minières sont une opportunité historique pour les deux gouvernements de mutualiser les connaissances, les efforts et les stratégies pour en tirer les meilleurs profits. Pour Ouattara, avec les découvertes qui viennent d'être faites au Sénégal dans le domaine du gaz et en Côte d'Ivoire dans les domaines du gaz, du pétrole et de l'or, les économies respectives dans 2 ou 3 ans auront des taux de croissance à 2 chiffres pour contribuer significativement à améliorer le quotidien des populations. Nous avons considéré qu'en matière économique, c'était important de mettre l'accent sur le social et sur la jeunesse. C'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire, a fait remarquer le président ivoirien, qui affirme, et ceci est très important, être dans une convergence totale de points de vue avec le nouveau président sénégalais. Que ce soit sur les questions de démocratie, de coopération régionale ou de la situation internationale, nous sommes totalement en phase, a déclaré Alassane Ouattara. Alors, merci à Marcel Arrossi pour cette revue de l'actualité hebdomadaire. Les journaux ont fait leur livraison chaque jour et dans cette semaine, il y a eu quand même beaucoup d'actualités. Et pendant ce temps, mesdames, messieurs, nous aussi, on observait et on va donner nos opinions en tant que journalistes sur ce plateau. Voici 7 jours au Bénin. Mesdames, Messieurs, on revient donc sur ce plateau pour décortiquer ce qui a fait, disons, le plat central de l'actualité. Le Bénin oppose, disons, un refus catégorique à l'exploitation du pipeline qui conduit le pétrole nigérien sur la plateforme de Semepoji, d'où les bateaux viendront donc charger. Charles Renvaux, votre avis? Vous l'avez dit, ça fait partie des actualités qui défraient la chronique ces derniers jours au Bénin, comme dans la sous-région également, puisque une décision du genre, ça implique non seulement le Bénin, le Niger également, mais ça fait
courir également, ça fait parler également dans d'autres pays de la sous-région, pourquoi pas au-delà même de l'Afrique. Alors, c'est un projet connu de tout le monde qui existait entre les deux pays, ça fait un moment. Mais vous savez que depuis un moment également, il y a une situation qui oppose le Niger à la CEDEAO concrètement, puisque les militaires sont venus au pouvoir avec les armes, ce que la CEDEAO n'a pas à digérer. Et donc, il y a eu cette décision de fermeture des frontières. Eh bien, après, la situation a évolué. Depuis, les frontières devraient être ouvertes. La preuve est que le Bénin, de son côté, a ouvert les frontières et le Niger refuse de le faire. Voilà, le Niger refuse de le faire. C'est là la grosse question. Mais pourquoi est-ce que le Niger refuse d'ouvrir ses frontières alors que le Niger a ouvert ses frontières avec le Nigeria, par exemple? Vous voyez? Oui. Alors, les militaires au pouvoir estiment que chez nous, au Bénin, il y a des bases françaises, des bases américaines qui sont installées. Et donc, vu notre proximité avec ce pays, qu'ils sont en insécurité. Vous savez que... Ça c'est leur avis. C'est leur avis. C'est leur avis. Encore que sur ce sujet, le porte-parole du gouvernement a même demandé au général Tchiani qui peut même venir visiter le Bénin. Non, puisque il ne revient pas au général Tchiani de venir enquêter. Il ne va pas venir espionner notre pays non plus. Vous voyez, parce qu'effectivement, une base militaire, quand même, comme l'a dit le porte-parole du gouvernement, n'est pas une aiguille. Donc, c'est quand même une grande maison, pour ainsi parler. Vous voyez. Donc, c'est cette information, sinon c'est cette raison-là, c'est pour cette raison-là que les autorités nigériennes actuelles refusent d'ouvrir leurs frontières pour le Bénin. Mais il se fait que le Niger a toujours besoin du Bénin, comme le Bénin aussi a besoin du Niger. La preuve, on parle du pétrole, vous voyez, qui transite par le Bénin et doit être rechargé au niveau de la plateforme de Sémé. Alors, puisque nous avons attendu pendant un moment pour que le Niger, de son côté, ouvre les frontières, oui, et cela ne se fait pas. Et donc, c'est dans cette intention-là que le gouvernement a décidé alors. Mais si vous nous prenez comme ennemis, mais pourquoi vous profitez alors de notre territoire et tout ça? Ça, c'est ce que le chef de l'État béninois, Patrice Talon, a dit. Vous voyez? Et donc, c'est ça la résultante. Mais au-delà de ça, de mon point de vue, il me semble que le Bénin s'est comporté exactement comme la CEDEAO. Vous allez observer que lorsque les putschistes ont pris le pouvoir, la CEDEAO n'a pas donné un ultimatum aux autorités nigériennes avant de fermer les frontières. On pouvait négocier comme ça, on pouvait aller pas à pas comme ça. Ah, les gars, les messieurs, si jusqu'à telle date, vous ne remettez pas le pouvoir, nous allons faire ci, nous allons faire cela. Mais exactement pour le Bénin également, nous n'avons pas donné un ultimatum, mais nous sommes allés également très vite. C'est vrai qu'il y a eu des coulisses que nous ne maîtrisons totalement pas, mais nous avons fonctionné exactement comme... Vous pensez que les choses ont été à la va-vite, c'est ça? De mon point de vue, parce que d'abord... Au début, au moment où le coup d'État est survenu au Niger. Oui, vous avez, lorsque la CEDEAO a pris la décision de fermer les frontières, il y a eu un pays comme le Togo qui ne l'a pas fait, qui n'a pas exécuté la décision. Encore qu'il faut nuancer en rappelant que le Togo n'a pas une frontière physique directe avec le Niger. Néanmoins, il fait partie de la CEDEAO. Néanmoins. Bon, la preuve, lorsque nous avons fermé nos frontières, les Nigériens ont trouvé l'opportunité de contourner maintenant notre port et d'aller directement au Togo. Vous voyez? Oui. Alors, quand déjà, le 4 février, si j'ai bonne mémoire, on a finalement ouvert les frontières et que déjà le 23 mars, les autorités nigériennes sont venues, ils ont visité assez d'infrastructures, tout ça là, oui, et qu'on a même dit que les relations actuellement avec le Bénin et le Niger ont de beaux jours. Et que déjà un 6 mai, je crois bien, c'est le 6 mai dernier que la décision a été prise. De mon point de vue, c'est un peu allé très vite. Parce que je me demande, est-ce qu'on a déjà exploré toutes les voies de recours? Toutes les pistes. Est-ce qu'on a déjà exploré toutes les pistes? Oui, mais quelque part, quand on suit votre analyse, Charles Ronvaux, est-ce qu'on peut dire que la décision du Bénin d'émettre une opposition à l'exploitation du pipeline nigérien, enfin, Niger-Bénin, je vais dire, est une mesure de représailles contre le Niger qui refuse d'ouvrir les frontières de son côté? Non, mais c'est exactement ce que cela signifie.
Parce que le chef de l'État a été clair. Vous ne pouvez pas nous prendre comme des ennemis et profiter de notre présence, de notre proximité, et tout ça. Donc, c'est aussi comme ça. Mais il ne faut pas oublier qu'ici, il s'agit il s'agit du domaine commercial, par exemple. Vous voyez, parce que ce projet-là, sinon, cette activité-là fait générer au moins plus de 4 milliards pour le Niger par jour, si j'ai de bonne mémoire. Si Est-ce que pour autant le Bénin aussi ne tirerait pas profit de l'exploitation du pipeline? Forcément, le Bénin tire profit de cela. La preuve, il y a des gens qui vont perdre entre griffes de l'emploi dedans. Et les retombées, les impôts, les taxes également, le Bénin en tire également. C'est-à-dire que ça crée également un manque à gagner pour le Bénin, non seulement pour le Niger. Et que la décision de fermer les frontières, si vous me permettez d'aller là, ça a été une décision politique. Vous voyez, ben, ici, on parle de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Et donc, il s'agit totalement de l'économie ici. En temps normal, une décision politique ne devrait pas avoir d'effet sur les relations économiques que nous avons. Oui, mais dans le même temps, c'est la politique qui gouverne tous les domaines de la nation. Laissez-moi vous poser cette question. Il y a un troisième acteur que vous semblez oublier, c'est la Chine. Parce que quand on parle des entreprises chinoises, forcément, il y a le pays, la Chine, derrière ces entreprises-là. Alors, ce troisième acteur, comment entrevoyez-vous les jours prochains, les relations entre le Bénin et le Niger, mais d'une part, le Bénin et la Chine d'autre part? Bon, ça risque de nous créer des ennuis avec la Chine, pardon, parce que, vous savez, le pétrole brut est transité vers la Chine, vous voyez. Alors, avec cette décision-là, ça risque de porter atteinte, de nous faire vivre quelques difficultés avec ce pays qui est d'abord un grand partenaire pour le Bénin. Et donc, je pense que on ferait mieux d'aller aux échanges, aux négociations pour que la calmie puisse revenir. Oui. Voilà. Je ne vous arrête pas, mais parlant de négociations, puisque vous avez fait sortir le thème, le président Patrice Talon dit, mais j'ai envoyé mon ministre des Affaires étrangères, j'ai envoyé des émissaires, j'ai initié des pourparlers. Les Nigériens n'ont pas fléchi leur position en ouvrant la frontière de leur côté. Est-ce que vous pensez que refuser que le pipeline soit exploité va amener les Nigériens à ouvrir les frontières maintenant? Eh bien, vous savez, une structure, sinon une entreprise qui fait générer tant de milliards, alors que vous avez besoin de l'argent au quotidien pour gérer le pays, ça peut être une mesure qui va forcer la main aux autorités nigériennes pour revoir leur copie. Parce que ici, c'est un lourd investissement, vous voyez. Et un pays qui est dirigé actuellement par des putschistes, vous voyez, forcément, ils ont besoin des moyens. Mais leur couper un tel moyen, je pense que ça pourrait les amener à réfléchir. Beaucoup d'interventions ont commencé par être entendues, tout ça là, et la médiation finira par s'installer et qu'on ira désormais à cette négociation-là pour qu'on puisse fixer les responsabilités. Qu'est-ce que vous devez faire? Qu'est-ce que vous devez céder? Quelles sont les concessions à faire? Dans le même temps, on va quand même pas interdire au Bénin d'affirmer, d'assurer et surtout d'assumer sa souveraineté par ce type de décision. C'est vrai qu'il s'agit de la souveraineté, mais n'oublions pas que nous sommes dans un espace. Nous sommes dans un espace et que les pays comme le Niger, le Burkina, le Mali, qui menacent, sinon qui ont même dit que nous allons sortir de la CEDEAO. Et là, il y a des difficultés. Maintenant, cette décision prise également par le Bénin, est-ce que cela ne porte pas plus atteinte à la CEDEAO de manière à ce que si les gens étaient encore dans la logique peut-être de revenir sur leur décision, à savoir que repartir au sein de la CEDEAO, le fait que le Bénin prenne cette décision-là, est-ce que cela ne les chasse pas davantage? Vous voyez? Et l'autre chose, lorsque le chef de l'État a dit, parce que publiquement, au cours d'un point de presse, je crois, qu'il veut de la médiation, et qu'il veut, n'importe qui veut intervenir, tout ça là, pour que les relations entre le Niger se normalisent. Alors, cette décision-là, est-ce que ça ne porte pas atteinte à la sincérité de ses propos? Parce que les Nigériens peuvent estimer que, mais
C'est un peu aller à la va-vite, parce qu'eux, ils ont leur calendrier peut-être. Peut-être qu'ils ont des renseignements également pour vérifier. Mais est-ce que ce que nous reprochons au Bénin, certainement qu'ils n'ont pas encore eu tous les détails liés à leurs enquêtes, tout ça là. Et c'est ça qui fait qu'ils maintiennent encore les frontières fermées, tout ça là. Donc, je me dis, est-ce que cette décision-là également ne va pas amener les gens à se dire, mais c'est dire que on ne s'est pas trompé de garder nos frontières fermées. Ce qui est sûr et certain, le président Patrice Talon, le président béninois, l'a réaffirmé au cours de sa dernière sortie sur le sujet. D'ailleurs, si un matin, le Niger ouvre ses frontières, le soir même, eh ben voilà, le pipeline pourrait se mettre en branle. Et donc, le président reste ouvert, le Bénin reste ouvert, donc, au dialogue, on peut le dire. On peut le dire. Néanmoins, ça a tendance à être un combat de gladiateurs. Absolument. Donc, ce n'est quand même pas deux petits pays. Voilà. Le Bénin est un grand pays, le Niger n'en est pas moins. Voilà. Donc, voilà. On verra bien. Ce qui est sûr, les médiateurs se prononcent déjà. Encore que des voix non autorisées, il y a parfois des voix non autorisées qui opinent sur le sujet. Et vous allez voir. Qu'est-ce que vous appelez nos voix non autorisées? Non, mais il y a des personnalités qui, à l'étape actuelle de ces échanges-là, de cette actualité-là, ne devraient pas intervenir. Parlant d'intervention, dans son intervention, le président Patrice Talon a évoqué, disons, les produits céréaliers, du moins, voilà, j'y arrive, qui sortiraient du pays en masse. Et puis, bon, voilà, ça fait que les Béninois ont commencé par subir la hausse des prix, et la décision que le gouvernement a trouvée la meilleure selon lui, c'est d'interdire systématiquement toute sortie des produits céréaliers. Vous pensez que c'est la solution à la cherté du maïs en l'occurrence? Bon, lorsque vous questionnez un citoyen qui paie désormais la boule d'acassa à 50 francs et qu'on lui dise que le gouvernement a interdit désormais la sortie de ces produits-là, lui, il pousse au fou de soulagement. Il pense que, ah oui, désormais, la boule d'acassa pourrait revenir à 25 francs. Ou bien pourrait augmenter de volume entre-temps. Pourrait augmenter de volume. D'accord, oui. Mais est-ce que vraiment c'est la solution? La question est là. Parce que d'abord, qu'est-ce qui produit la cassa, là, par exemple? C'est le maïs. Et je dis, les dernières interventions du ministre de l'Agriculture à ce sujet font état de ce que la prévision du maïs pour l'année 2024 a été atteinte. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une pénurie de maïs. Il y a du maïs au pays, mais il se fait que des producteurs ont pris sur eux l'envie, sinon le souhait, de garder par devant eux le maïs, de les stocker, de ne pas les livrer à la vente. Et n'oublions pas que nous sommes dans un système commercial, dans le système où vous vendez votre produit au plus offrant. Vous voyez, le capitalisme. Alors, lorsque le citoyen qui a produit son maïs prend le souhait, une fois encore, de garder par devant lui et d'attendre véritablement la période de soudure pour sortir, c'est pour se faire de l'argent. Est-ce que, le gouvernement a interdit, ça c'est un fait, la décision est prise, mais est-ce vraiment la solution à la cherté du maïs? Est-ce qu'il y a une alternative à l'interdiction? L'alternative, c'est d'abord de négocier avec les producteurs. C'est d'abord de voir la technique du commerce à l'intérieur d'abord du pays. Parce que les gens se lèvent et fixent les prix à leur bon vouloir. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, par quel moyen on fixe le prix? Qui doit fixer le prix? Mais il faut revoir ça. On pourrait peut-être proposer au gouvernement de racheter les produits vivriers, les stocker et en période de soudure, les mettre à la disposition des populations en subventionnant. Ne pas payer ces produits-là auprès de ces producteurs et les revendre à la population. Le gouvernement a les moyens de le faire. Mais ne pas le faire, c'est ça qui fait le lit à tous ces désordres-là dont nous parlons. Mieux, lorsqu'on a dit de ne plus exporter les produits, mais il faut aller voir les pays avec lesquels nous avons les frontières. Nos frontières, tous les Béninois le savent, c'est-à-dire c'est carrément des passoires. Parce que je citais tantôt l'exemple d'un pays comme le Nigeria, où nous n'avons pratiquement pas de frontières. Et donc, prendre la décision de dire on ne va plus exporter, mais
est-ce que nous avons la possibilité de surveiller toutes les issues? Bien sûr que le gouvernement certainement a les moyens de pouvoir contrôler les frontières et surtout les sorties des produits. Je doute fort. C'est déjà arrivé quand même. Je doute fort. C'est-à-dire, c'est ceux qui vont prendre les voies les plus officielles, c'est eux qui vont tomber dedans. Mais les voies non autorisées, il y en a partout au niveau de nos frontières. Non, mais le gouvernement a donné la preuve qu'il contrôle l'accès et la sortie du territoire en faisant des tranchées et en mettant par exemple des rochers pour empêcher quand même ceux qui veulent frauduleusement sortir les produits du pays de le faire. Toujours est-il qu'il y en a. Si le gouvernement finalement est revenu, c'est-à-dire sort la décision que ça ne sort plus, c'est parce que il sait qu'il est conscient de ce que les produits sortent. Mais si ces produits sortent, là, ça sort par où? Oui, mais quelque part aussi, est-ce qu'on ne va pas faire... Bon, vous allez peut-être pas être d'accord avec moi. Est-ce qu'on ne va pas faire un peu appel au patriotisme de tous les citoyens béninois à se serrer les coudes, à se nourrir à l'intérieur d'abord avant de penser à nos frères qui sont dans les autres pays? L'idéal aurait été ce que vous dites. L'idéal était de penser que il faut que nous-mêmes, qu'on soit d'abord rassasiés avant de l'envoyer ailleurs. L'idéal, c'est ça. Mais si, une fois encore, je dis, j'ai mes sous, j'ai dépensé mes propres sous pour produire, mais l'idéal également, c'est de rentrer non seulement en possession de ce sou-là, mais d'aller au-delà. Tout à fait. D'aller également au-delà. Donc, c'est comme ça. C'est cet argent, disons, ce qui sort de la vente de ces produits céréaliers, ou bien de ces produits de champ que le producteur, le cultivateur, l'agriculteur va pouvoir satisfaire les autres besoins de la vie. Bien sûr. Maintenant, de l'autre côté, lorsqu'on interdit l'exportation des produits, est-ce que quelque part, nous ne créons pas d'autres situations? À savoir que, une fois encore, nous sommes dans l'espace UEMOA, où la libre circulation des personnes et des biens est prônée. Vous voyez? Alors, lorsqu'on dit, par exemple, de ne plus circuler, de ne plus faire, en tout cas, de ne plus vendre nos produits ailleurs, est-ce que nous ne nous mettons pas en difficulté? Puisque nous recevons aussi les produits des autres pays également. Oui. Et donc, si nous, on refuse que nos produits aillent ailleurs, mais si les autres également refusent que leurs produits viennent chez nous, on va devenir quoi? Donc, je pense que la politique, c'est d'abord en notre sein, c'est d'abord au sein du pays, à l'intérieur du pays qu'il faut mener la politique de manière à ce que le citoyen ne tente même pas de vouloir vendre ces produits ailleurs. Voyez? Donc, je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut agir. Il faut agir au niveau de la politique commerciale. Espérons que la décision du gouvernement d'interdire donc la sortie des produits céréaliers puisse porter des fruits pour que, disons, le kilogramme de maïs, puisque c'est le maïs qui est la vedette de ces céréales-là aujourd'hui, puisse baisser de prix afin que le Béninois moyen, le Béninois lambda, le citoyen puisse se nourrir, parce qu'on ne va pas l'oublier, le maïs reste et demeure dans la majorité des cas le produit, disons, la base de l'alimentation dans notre pays. Sans oublier le gari. Sans oublier le gari. Le gari qui, par le passé, était considéré comme le repas des pauvres. Aujourd'hui, ne délaie le gari que quelqu'un qui a les moyens. Ah oui, hein? Ah oui, n'est-ce pas? Ah oui, qu'on appelle la mesure en plastique, là, c'est 1500 désormais. Le gari fin, ça fait 1600. Vous voyez? Donc, quand vous voyez Charles, vous connaissez très bien les prix, alors je suppose que vous allez régulièrement sur le marché. Mais il faut aller s'enquêter également. Ça c'est clair. Voilà. Ça, c'est clair. En tout cas, espérons que les producteurs, le gouvernement et tous les autres acteurs puissent se donner la main. Et surtout, encore qu'il y a deux aspects qu'il ne faut pas perdre de vue. Oui. C'est parfois nous qui organisons des cérémonies pour empêcher que la pluie tombe. Parce que si la pluie ne tombe pas... Vous y croyez? Mais ça se passe tous les jours. Chacun a une raison aujourd'hui d'empêcher que la pluie tombe. Par le passé, on empêchait la pluie pendant les week-ends. Vous pensez que l'homme a le pouvoir d'empêcher la pluie de descendre? Ça existe. Même vous avez est-ce que ce n'est peut-être pas les changements climatiques qui entraînent tout ceci? Le changement climatique, oui, mais nous avons nos pratiques chez nous qui sont en vogue également. Et c'est comme de tous les citoyens. On a tous les moyens pour empêcher que la pluie tombe aujourd'hui. C'est comme le dirait l'écrivain Gaston Zosso, c'est la guerre des choses dans l'ombre. Voilà. Le second aspect qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est quand tout le monde veut être citadin. Tout le monde veut vivre à Cotonou, à Porto-Novo, on ne veut plus labourer le champ. On pense qu'aller au champ, c'est le dernier citoyen, c'est le pauvre de la planète. On ne veut plus labourer le champ. Nous courons derrière les motos pour être étudiants. On veut rester tout simplement en ville et abandonner les champs. Et alors que nous devons manger. Et l'adage populaire dit également que la terre ne mange jamais. Et donc, il y a toujours des gens qui sont au village,
qui continuent de produire et qui s'en sortent très bien, même avec, plus que ceux qui sont en ville. Dans ce cas, qu'est-ce que le gouvernement devrait faire pour encourager les jeunes ou bien tous ceux qui désirent aller à la terre de le faire facilement et de façon vraiment à en vivre? Oui, il faut reconnaître qu'il y a des endroits où les terres ne sont plus fertiles. Et quand les gens mettent le engrais chimique là, ça détruit davantage les terres. Mais c'est le lieu, oui, il y en a qui commencent déjà par se faire former. Que le gouvernement continue les formations, surtout pour la production de l'engrais naturel. L'engrais biologique. Biologique. Il y a cela. Mais de l'autre côté également, il y a des terres qui ne sont pas exploitées. Vous voyez, moi, je suis à Porto-Novo. Porto-Novo n'est pas loin de la vallée. Il nous a été dit dans ce pays que la vallée de Lomé est la vallée la seconde vallée la plus riche au monde. C'est resté jusqu'à présent une incantation. Je ne sais pas si c'est parce qu'on se retrouve au haut sommet que parfois on ne pense plus comme des gens de bas niveau comme nous. Voyez, comme nous le disions, la position pourrait être, la vision pourrait être fonction de la position. Vous voyez. Alors, lorsqu'on produit par exemple le coton dans le nord, qu'est-ce qu'on produit au sud? Absolument rien. Mais cette vallée de l'Ouémé là, mais il y a des gens qui produisent là tous les jours. Est-ce que c'est impossible à l'État de recruter ces producteurs-là, ces paysans-là, peut-être même de leur donner une formation. Ou carrément de faire des fermes d'État. Des fermes d'État, mettre les moyens à profit. Et vous regardez la position du Nigeria. Depuis 2006, par exemple, le Nigeria n'arrive plus à produire son pain avec la farine du blé. On met à profit la farine de maïs et la farine de manioc. Alors, si on demande par exemple aux paysans de la vallée de Lomé de produire juste du manioc, encore que des gens en font tous les jours. Quand vous allez dans la zone, c'est ça que vous trouvez. Mais si l'État met les moyens, est-ce qu'on va produire davantage, nourrir non seulement le Bénin, mais pouvoir vendre également au Nigeria? Est-ce que ça, c'est exclu? Donc, il faut repenser la politique agricole du pays. Il faut repenser la politique agricole. Si ce n'est que les lopins de terre que les gens cultivent dans leur maison, ne serait que pour manger avec leurs femmes, les enfants, ce n'est pas encore ça. D'accord. Allez, Charles Renvort, nous allons embrayer donc sur cette proposition de revoir donc la politique agricole du Bénin pour aller à l'international, voir ce qui a fait un tout petit peu le menu de l'actualité à l'Inter. Voici Interactu. Les nouvelles autorités sénégalaises prennent langue avec les membres de l'AES. Alors, Charles Renvort, on annonce le parti au pouvoir sénégalais chez les présidents militaires. C'est l'actualité qui, au plan international, qui a défrayé la chronique, qui a fait jaser ces derniers jours. C'est le 7 passé, c'est le 7 mai passé qu'il s'est rendu chez le président Ouattara. Et quand vous connaissez déjà la position du président Ouattara, par exemple sur le plan CFA, sur le franc CFA, pardon, et que vous voyez Diomaye Faye, le nouveau président sénégalais avec leur détermination du panafricanisme, tout ça. Et donc, ça sort un peu de l'ordinaire. Parce que d'abord, oui, à son investiture, le président Ouattara, qui a été invité officiellement, n'y était pas. Mais il a envoyé son vice-président. Vous voyez. Alors, de ce point de vue, les gens étaient déjà dans la lutte de penser que, mais est-ce que ce n'est déjà pas un début de mécontentement entre les deux chefs d'État? Mais le chef de l'État, le nouveau chef de l'État sénégalais a entamé une tournée depuis quelques jours. Et donc, il a amené en même temps à Abidjan. Et je trouve que c'est une démarche noble. Non seulement il est nouveau, mais de plus, il est jeune, comparativement à Alassane Dramane Ouattara. Et je pense qu'il a forcément besoin des conseils de ceux... On va revenir sur la visite de Diomaye Faye à Ouattara, mais avant... ceux qui sont dans l'Alliance des États du Sahel aujourd'hui, également, le Sénégal voudrait collaborer avec eux. Comment est-ce que vous voyez cette attitude? Oui, je pense que si vous observez un peu l'actualité internationale depuis quelques temps, vous allez voir que c'est presque une guerre indirecte entre la France et la Russie. Il y en a qui choisissent désormais de tourner dos à la France et de faire désormais avec la Russie. Et c'est de cela qu'il s'agit. Et donc, le discours, désormais, vous allez observer que Macky Sall tentait, sinon a tenté plusieurs fois, de rester au pouvoir. Voyez? Non, c'est un secret de polichinelle, voyez? c'est clair. Et donc,
qui lui est collé l'étiquette de faire la politique de la France. Vous voyez? Et donc, cela fait que les Sénégalais, sinon le peuple sénégalais qui ne voulait plus, entre griffes, parler de la France, vous savez tout ce qui s'est passé à ce niveau-là, a donné son suffrage à ces jeunes-là, si je peux ainsi parler, parce que pour le panafricaniste, vous voulez dire. Prônant le panafricanisme. Et donc, c'est de cela qu'il s'agit. Et vous allez voir que depuis un moment, on a tendance à croire que désormais, que Diomaye Faye est là, il est désormais avec les États de l'AES. Oui. Parce que c'est, entre griffes, le même courant politique, tous les deux, le panafricanisme, tout simplement. Et donc, si ça se passe comme ça, c'est dire que on pense, sinon, c'est le discours qui est même tenu, que le président ivoirien, voilà, le président ivoirien reste l'un des défenseurs de la France, l'un des, de ceux qui continuent toujours d'être ceux qui protègent toujours les intérêts. Est-ce qu'on peut forcément parler de tourner dos à une puissance au profit d'une autre? Est-ce que quelque part, certains pays africains n'ont pas le droit je dirais, d'avoir des partenaires qui leur semblent un peu plus stratégiques que d'autres? Ils ont le droit d'être avec telle puissance, ils ont également le droit de voir de l'autre côté, non? Est-ce qu'il s'agit forcément de tourner dos à la France? Si vous êtes resté dans une relation de partenariat ou bien de puissance avec un État ou une puissance tout simplement, et qu'au fil des années, vous observez que ce partenariat-là ne vous profite pas, il n'est pas exclu de tourner dos. De tourner dans le regard avec d'autres partenaires. Mais c'est comme ça. Sur d'autres bases. Sur d'autres bases. Mais on a eu le temps de constater que dans ces pays-là, le Mali, le Burkina et puis le Niger, ce qui a créé le problème, c'est la base militaire. Ceux-là qui étaient venus, entre griffes, dire que nous allons vous aider à lutter contre le terrorisme. Mais il se fait que depuis leur installation, c'est en ce moment-là que le terrorisme s'est accru. Alors, si c'est comme ça, les gens ont dit, il vaut mieux maintenant chercher d'autres partenaires, il vaut mieux regarder de l'autre côté pour voir, mais est-ce qu'ailleurs, ça ne va pas mieux nous profiter? Oui, mais quelque part, est-ce que Charles Renvo... le président sénégalais n'est pas en train de poser des bases d'une collaboration avec ses pairs ouest-africains, parce que, qu'on le veuille ou pas, le Mali, le Niger, le Burkina Faso rassemblés dans l'AES aujourd'hui est considéré comme les rebelles de l'Afrique, des pestiférés qu'il ne faut pas fréquenter, mais... Le jeune Sénégalais dit, mais moi je vais vers eux, mais avant je vais vers quand même les doyens de la sous-région d'abord, pour baliser le terrain. Je ne vois pas en mal la démarche du président sénégalais. Parce que oui, même si avec les pays de l'AES, ils partagent le même courant, à savoir le panafricanisme, mais les autres sont venus au pouvoir par les armes. Chez lui, il y a une différence, c'est les urnes. Vous voyez? Maintenant, il doit aller vers ses doyens, bénéficier des conseils, tout ça là, je comprends. Mais il faut reconnaître qu'il est souvent dit que c'est le joueur qui a la touche, qui joue mieux que celui qui est sur la pelouse. Il est déjà entré dedans. Lui-même qui prône le panafricanisme, il pourra voir les réalités du pouvoir. Si c'est aussi facile pour les autres, ou bien si c'est parce que les autres ne veulent pas faire, il est déjà dedans, il verra bien comment il va, et le peuple, sinon l'Afrique tout entière, il verra concrètement ce qu'il pourra faire. On aura le temps d'apprécier. D'apprécier. De toutes les façons, on lui souhaite beaucoup de courage et beaucoup de succès au jeune président sénégalais. Et parlant justement d'un pays à un autre, on ira au Togo, mon cher Charles Renvo, et nous parlerons des élections législatives au Togo qui voient donc le parti au pouvoir unir, rafler pratiquement tous les sièges à l'Assemblée nationale. Non, mais vous allez observer que les Togolais ont décidé qu'on confier les destinées de leur pays à une seule famille. Vous voyez, le père qui est resté au pouvoir pendant plus de 38 ans et que le fils est venu par les moyens que nous savons également. Selon la Constitution qui a été révisée récemment, en 2025, il devrait avoir son dernier mandat. Mais il se lève et puis on change la Constitution et puis désormais, ça bascule du régime présidentiel au régime parlementaire.
Mais il faut préciser que le régime parlementaire, c'est l'Assemblée nationale qui désigne le président de la désigne le président de la République. République. Et on a fait cette élection-là. Finalement, le parti au pouvoir, le parti de Fort Yassingbe, gagne, je crois bien, 108 voix, et 108 sièges sur 113. Oui. Mais autant fait 100%. Ah oui? Mais autant Non, fait... mais les autres partis politiques ont battu campagne aussi et ont eu des sièges. Pourquoi ils feraient 100%? Vous pensez que, comme le dit la rumeur, enfin, comme cette image qui circule, c'est un Parlement unicolore? C'est très facile pour être accepté comme un scrutin consensuel. Parce que, mais, on va à une élection, on dit 113 voix. Et un seul parti politique rafle 108. Mais autant dire que... En quoi c'est surprenant si on sait que, par exemple, au Bénin, on a déjà eu un Parlement 100% présidentiel, je vais dire, ou bien mouvance présidentielle? Non, je ne veux pas rentrer dans cette polémique-là, vous m'excusez. Mais vous savez... quand vous observez un peu, c'est-à-dire qu'il faut juste leur octroyer tel nombre de places là pour qu'on ne dise pas qu'on a fait 100%. Pour avoir les coups des franches. C'est comme ça. Et mieux, vous allez observer qu'au Togo, depuis que les élections ont commencé, depuis qu'ils vont aux élections, c'est la toute première fois qu'on est allé à une élection. Et pour un si grand nombre de sièges, pratiquement moins d'une semaine, on a donné les résultats. Alors que par le passé, les gens vont parfois au-delà de 2 semaines. Alors, c'est tellement facile que ça laisse tellement à désirer. Vous voyez, une élection, à peine on est allé aux élections, je crois bien le lundi, déjà le samedi, les résultats sont sortis. Oui, mais le peuple togolais est un peuple souverain et donc il prend les décisions qui lui semblent être les meilleures pour sa gouvernance, non? Mais je trouve que l'opposition togolaise n'est pas encore décidée à Dignette. À ce qui se passe depuis, je crois, 1957, bien, je ne sais pas trop l'année. C'est vrai que le clergé est monté au créneau et a fait des sorties et a dénoncé la chose et a même demandé la relecture de cette constitution-là. De la nouvelle constitution qui bascule le pays dans une nouvelle république. Mais elle n'a pas été écoutée. On a même juste annoncé une concertation. On a envoyé les militaires pour les disperser. On a dit, on n'autorise pas. Vous voyez, c'est dire que ça devient un bras de fer, ça devient une force. Ça devient un forcing. Donc, lorsque vous ne partagez pas nos visions, on ne vous laisse pas vous exprimer. Et c'est de cela qu'il s'agit au Togo. Je pense que c'est dommage. C'est vrai qu'il va gagner les élections pour 6 ans, mais ce n'est pas exclu que 6 ans après que d'autres 6 ans viennent encore. C'est dire qu'on est parti encore, déjà après 19 ans, qu'on est encore plusieurs années au pouvoir du président Fort Yassingbe. Est-ce que les Togolais qui ont voté de cette manière ne se retrouvent pas dans cette politique à partir de cet instant? Est-ce qu'à l'opérationnel, on ne va pas voir le président Fort Yassingbe à l'œuvre pour cette nouvelle République? Je ne pense pas que le président Fort a encore quelque chose de nouveau à prouver. Après 19 ans au pouvoir, il n'y a plus de nouveau à prouver. Quand vous donnez l'impression, Charles Renvoie, de dire qu'il se concentre beaucoup plus aux prochaines élections qu'à la prochaine génération, le Togo, du point de vue développement, avance, non? Ah bon? C'est ceux qui sont togolais, qui sont mieux placés. La possibilité que nous, on a peut-être donnée au Togo, c'est par rapport à cette décision de la CEDEAO, parce que nous avons fermé notre frontière selon la décision de la CEDEAO. Et donc, eux, ils ont profité. Mais avant ça, le port de Lomé en Afrique de l'Ouest a été sur 3 ou 4 ans premier de tous les ports ouest-africains. Mais je trouve que ce n'est pas un exemple qu'il faut encourager. Ce n'est pas un exemple qu'il faut encourager. Parce que nous vivons dans un espace où il faut quand même respecter les règles de cet espace-là. Vous voyez? Donc, que les Togolais se portent bien, bon, ça dépend de la position de chaque citoyen. Ça dépend de la position et ça dépend des moyens dont il bénéficie. Ça dépend également des opportunités dont il bénéficie au niveau du pays. Parce que vous allez observer que ce sont presque les mêmes cadres qui sont maintenus au gouvernement. Ce sont les mêmes députés qu'on contourne et puis c'est les mêmes. C'est-à-dire la richesse, d'une manière ou d'une autre, est toujours confisquée aux mains des mêmes personnes. Vous allez au niveau du bas,
peuple, vous n'allez pas sentir qu'il y a de l'aisance. De toutes les façons, voyons donc le président Faure Gnassingbé au Togo, donc dans cette nouvelle posture, on verra bien ce que ça va donner à l'opérationnel. Mesdames, Messieurs, ce que nous savons déjà, c'est que ça va être la fin de cette émission. Toutes nos excuses pour les potins de la toile qui ne pourra pas vous être servi aujourd'hui. Ça va être partie remise. Merci à Christelle Sabouran, à Daniel Ada, merci à Claire Dacruz et à tous les autres qui nous ont aidés à réaliser cette émission. Charles Renvoy, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. On reste en contact pour le club Mediaset, toujours. On est toujours ensemble. Allez, mesdames, messieurs, merci pour votre attention et bonne suite des programmes sur la chaîne du service public.